intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui. Il s'agit de Philippe de la Chevannerie, qui est fondateur CEO d'une boîte qui s'appelle Souscritou. Il va vous expliquer ce qu'ils font. Et Angie Ismail, un Lyonnais qui accepte de venir se compromettre à Paris de temps en temps pour la bonne cause, et qui a fondé une boîte qui s'appelle Doz. Alors ils vont vous expliquer mieux. Je vais les appeler l'un après l'autre sur scène. Ils vont chacun avoir une dizaine de minutes pour vous passer leur message autour de la croissance. Vous verrez dans des histoires pas du tout similaires, en fait, avec des choix très différents. Donc on va commencer par Philippe. Philippe, qui a un parcours divers, intéressant, qui l'a amené de la Marine nationale à HEC où il enseigne, après quelques détours par McKinsey et Goldman Sachs, des petites startups comme ça. Et un jour, il a décidé de fonder sa boîte en faisant en particulier un choix de croissance pas commun qu'il va nous expliquer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Donc voilà, je suis Philippe de la Chevannerie, je suis le CEO et un des 2 cofondateurs de Souscritou. Voilà, et avant ce qui a été cité, je suis avant tout de formation ingénieur. Alors très rapidement, qu'est-ce que Souscritou ? Souscritou, on est le tout premier service qui va vous permettre, lorsque vous déménagez, de déménager tous vos contrats, de les transférer, les résilier, les souscrire, et ce de manière 100% gratuite. Concrètement, chaque année, il y a plus de 3,6 millions de foyers qui déménagent. Donc ça fait plus de 6 millions de personnes qui vont déménager chaque année. Et au cours de ce déménagement, il va falloir souscrire l'électricité, le gaz, l'assurance habitation et d'autres services, et notamment la redirection de courrier de la Poste. C'est très pénible, ça prend plus de 6 heures en cumulé. Nous, ce qu'on propose, c'est de le faire en une seule fois, soit en un seul coup de fil de 20 minutes, soit depuis peu, en quelques clics sur notre web app. Et c'est 100% gratuit, parce qu'en fait, on est rémunéré par les différents fournisseurs au transfert ou à l'apport de contrat. Et donc, ce qui fait que pour l'utilisateur, c'est 100% gratuit. Et on est évidemment aussi incubé par Start in Post, qui nous a aidé notamment à pouvoir vendre le service de redirection courrier. Et donc, on est là pour parler de croissance. Donc, en termes de croissance, nous, on s'est créé il y a un petit peu moins de 2 ans. Et on est passé, donc voilà, après en 18 mois, de 2 cofondateurs dans un salon à plus de 60 employés. Et on sera à peu près une centaine d'ici à l'été, donc ça va relativement rapidement. Et on a aussi fait 4 déménagements. Et a priori, d'ici à la fin de l'année, on en fera un 5e au cours de notre rapide histoire. Et donc l'idée ici, c'est de donner un petit peu 3 jalons, 3 histoires de ce qui nous est arrivé pour essayer de voir quels peuvent en être les enseignements. Encore une fois, c'est basé sur notre expérience et c'est très parcellaire, mais ça permet de donner quelques insights. Voilà, donc ça c'est nous, c'est Souscritou. Alors, le premier insight, c'est sur le test. Très concrètement, quand on s'est lancé, comme tous les entrepreneurs, on a été face à ce que j'appellerais la tentation de la lune de miel, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent rester, on l'a vu dans les différents coworking qu'on a fréquentés, rester pendant des mois et des mois à perfectionner un produit, construire un bon produit avec une très bonne expérience client. Le jour où ils vont commencer à essayer de le vendre, le mettre en face de véritables utilisateurs, et ben là c'est l'explosion. Ils auront passé des mois, voire des années à construire un superbe produit qui va littéralement être mis en pièces dès que l'utilisateur va commencer à y toucher. Et donc nous, on n'a rien fait d'original là-dessus. On a juste appliqué le Lean Startup, qui est vraiment l'idéologie hyper répandue dans la Silicon Valley, mais aujourd'hui partout dans le monde pour les startups, qui consiste à itérer très rapidement et surtout à shipper un produit qui, même s'il est bien plus qu'imparfait, va permettre de très rapidement avoir des retours utilisateurs. Et donc, mon associé et moi, on a démissionné de nos cabinets de conseil et 1 mois après, on avait déjà commencé à avoir nos premiers clients payants parce qu'on a utilisé cette approche. Alors, ça paraît très logique et très simple à faire sur papier. Le problème étant que quand on fait une startup, la seule chose dont on a envie, c'est de montrer le produit qu'on fait et qu'il soit un excellent produit. Et là, au contraire, on va devoir montrer au monde entier que le produit qu'on fait est bourré de bugs, extrêmement handicapant et handicapé d'une certaine manière, et avoir beaucoup de retours clients qui peuvent être extrêmement abrasifs. Mais voilà, et donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer ça le plus vite possible pour éviter de passer des mois et des mois à chercher un product market fit et itérer le plus rapidement possible.
Et donc la manière dont on l'a réalisé, comme au début on n'avait pas de société ni rien, on a mis en location un appartement sur Le Bon Coin, même s'il n'était pas du tout. On a fait visiter à plus de 50 personnes, on a distribué des flyers et on a pitché le concept de la boîte comme si elle existait depuis des années à différentes personnes. Et on a regardé les gens qui nous appelaient ensuite très rapidement. Et on a pu voir qu'il y avait un premier début de traction là-dessus. Et c'est ça qui nous a convaincus de nous lancer. Et donc sans passer des mois à développer un produit informatique, très rapidement on a pu en même pas 3 jours de travail tester et itérer sur la première idée. Voilà, donc ça c'est le premier enseignement. La deuxième enseignement qui nous est arrivé et qui est intéressant, c'est la question de l'international. Aujourd'hui, pour qu'une startup soit successful à très grande échelle, il faut vraiment qu'elle ait une très forte traction et qu'elle soit scalable à l'international. C'est ça qui va attirer les meilleurs talents et aussi beaucoup de funding désormais. Donc forcément, et de plus en plus tôt aujourd'hui, il y a beaucoup de startups françaises qui s'interrogent sur la pertinence de commencer à aller à l'international de plus en plus tôt. Donc évidemment, on s'est posé cette question. Et on s'est posé dans un cadre assez particulier parce que on a eu vent des candidatures au Y Combinator. Le Y Combinator, c'est la mecque des startups, c'est l'incubateur le plus prestigieux au monde en termes d'incubation. C'est eux qui ont incubé Airbnb, Dropbox, Stripe, donc voilà, des dizaines de startups qui aujourd'hui en cumulé valent plus de 50 milliards de dollars. Donc c'est vraiment considéré comme étant une énorme référence et un énorme accélérateur. Chaque année, c'est 10 000 personnes tous les 6 mois, c'est 10 000 startups qui postulent, 500 personnes qui sont pré-recrutées et qui doivent aller pitcher à San Francisco, et ils en sélectionnent 50. Donc, pas mal de gens nous en avaient parlé, on a fait un dossier, on a été retenu, donc 4 jours plus, une fois que vous avez fait votre dossier, une semaine après vous avez une réponse, c'est très rapide. Les gens vous disent, le Y Combinator vous dit, vous avez 4 jours pour vendre à San Francisco, ils vous payent le billet d'avion et tout ce qui va avec, mais voilà, vous avez moins d'une semaine pour vous rendre disponible. Vous pitchez après un vol assez long devant une dizaine d'experts qui sont extrêmement pertinents et extrêmement intelligents et qui arrivent vraiment à vous cuisiner très rapidement. Pendant 10 minutes chrono, voilà, vous vous déplacez, vous faites la moitié du globe vraiment pour 10 minutes. Et après, vous attendez et vous recevez la réponse le soir même. Donc, on a eu une réponse positive. Et donc là, à ce moment-là, on était vraiment partagé entre 2 sentiments. Le premier sentiment qui est l'euphorie parce que quand vous allez à San Francisco, quand vous avez le Y Combinator, quand vous entendez toutes les histoires de startups qui lèvent des sommes faramineuses après 6 mois ou 3 mois là-bas et qui ont vraiment des destins hors du commun. Donc Dropbox, Stripe, c'est juste des très grands noms, mais il y en a énormément aussi, beaucoup qui se crachent aussi, mais ça c'est normal. Voilà, donc extrêmement content d'un côté, mais de l'autre côté, on a essayé de garder la tête froide et on s'est demandé si vraiment, pour nous, c'était pertinent d'aller aussitôt à l'international, sachant qu'on était encore très petits, on était à peine une vingtaine en France, qu'on avait moins d'1 an. Et donc, in fine, on a fini par refuser l'offre, ce qui est relativement rare, parce que même nous, on a fait avec énormément de regrets et énormément d'hésitation, avec énormément aussi d'avis très divers et variés qui nous avaient été donnés par différents fondateurs d'Algolia par exemple, et beaucoup de gens à qui on s'était adressé, des fonds, etc. Et donc on a fini par refuser. Donc, sur le court terme, on pense que ça a été une bonne décision. Sur le long terme, c'est beaucoup plus difficile de le savoir et on ne le saura peut-être jamais parce qu'on ne saura jamais exactement quelle aurait été notre trajectoire si on avait été là-bas. Voilà, mais en tout cas, ça m'amène à mon dernier point qui est un petit peu comment est-ce qu'on vit une période d'hypercroissance. Parce qu'au lieu d'aller au Y Combinator, on a décidé donc de rester en France et de se focaliser sur l'opérationnel en France. Et entre juillet et septembre de l'année dernière, on a multiplié par 3,5 notre chiffre d'affaires, la taille de notre équipe et notre volume en général. Donc ça, c'était une période extrêmement intense et c'était vraiment, comme dit Andreessen Horowitz, qui était le fondateur d'un des grands fonds américains. Voilà, la startup, on oscille toujours entre l'euphorie et la terreur. Là, c'est vraiment les deux à la fois. Concrètement, j'ai oublié quelques slides. Mais voilà, l'image que je donne, c'est vraiment la vague. Parce que si on rate ce coche, comme en surf, on rate la vague et on se prive de pas mal de sensations et puis surtout on se prive d'énormément de croissance. En revanche, si on prend une très grosse vague, on a 90%, on a beaucoup de chances d'aller au tapis et d'être broyé par ce mouvement.
Donc très concrètement, l'hypercroissance, c'est pas vraiment glamour parce qu'en 2 mois et demi, vous avez énormément de challenges à accomplir. Donc le premier challenge, et c'est des challenges qui sont vraiment fondamentaux, c'est tout simplement il faut staffer parce que nous on a un business assez people intensive, on a un gros call center et donc concrètement, on a dû recruter plus de 40 personnes en l'espace de 2 mois. Sachant qu'on n'avait pas de RH ni quoi que ce soit. Donc ça c'est un énorme challenge et donc en l'espace de 2 mois et demi, vous devez vous débrouiller pour faire rentrer chaque semaine entre 5 et 10 personnes minimum par semaine, les former, les recruter, ce qui veut dire chaque semaine aller chercher au moins 200-300 CV, faire 50 entretiens, vous faites que ça à temps plein. Donc c'est une période où voilà, vous abandonnez tous les projets que vous avez à côté, vous abandonnez toutes les relations que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs, vous abandonnez votre vie sociale, vous abandonnez le sommeil, vous ne faites que ça. Le deuxième challenge qui est très important aussi, c'est simplement la place. Voilà, vous devez déménager alors que généralement c'est des process qui prennent des mois et des mois. Vous êtes lié à un bail de 3 ans et donc vous devez le négocier en catastrophe pour le terminer. Vous devez passer vos week-ends chez Ikea et vous passez vos nuits à monter des tables et des chaises et monter des PC simplement pour que les gens puissent s'asseoir et faire leur travail. Donc c'est pas glam du tout, c'est extrêmement opérationnel et extrêmement spécial. Et le dernier challenge, qui est le plus compliqué et surtout le plus dangereux, c'est manager votre cash. Parce que dans cette période, vous croissez énormément. Nous, on est une startup qui n'a pas levé de fonds, donc c'est pour une startup de notre taille, c'est relativement rare. Et voilà, donc concrètement, vous devez avancer. Si vous avez un BFR de 2 mois, vous devez avancer vos embauches, votre acquisition, vos dépenses, vos nouveaux locaux, en ayant toujours pas reçu le chiffre d'affaires que vous avez fait le mois dernier, quoi. Et donc là, c'est une gestion du cash extrêmement abrupte. Pas 1 euro ne sort tant que vous n'avez pas de l'autorisation. On modélisait nos entrées et nos sorties de cash au jour près et on a été à peu près à 1 000 euros du seuil maximal de découvert autorisé par la banque avant qu'il nous stoppe tous les moyens de paiement. On revendait nos factures à différentes entreprises pour justement pouvoir retirer le cash plus tôt. Voilà, donc concrètement, l'hypercroissance, alors ça n'arrive pas tout le temps et c'est extrêmement euphorisant parce que ça veut dire que le business marche très très bien et ça veut dire que voilà, vous croissez et c'est ce dont tout entrepreneur rêve, mais paradoxalement, c'est aussi une période extrêmement dangereuse parce qu'à la moindre erreur là-dessus, si vous gérez mal vos planifications et vous gérez mal vos forecasts, vous pouvez vraiment envoyer la boîte au tapis et ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, et donc j'en profite pour clore cette rapide présentation et ces rapides enseignements qui sont ce que nous on a tiré de notre histoire, mais qui sans doute s'appliquent plus ou moins ou pas du tout en fonction des différentes situations. J'en profite pour dire que on recrute à peu près une 30aine de profils, soit en développeur, product designer, UX designer, en SEO, en acquisition. Voilà, si vous avez des gens que vous connaissez qui sont intéressés pour joindre une startup en forte croissance, on sera ravis de les avoir. Merci beaucoup. Merci Philippe.